Je voudrais aujourd'hui vous raconter l'histoire d'une déception. Le XXe siècle a été celui des intellectuels. On peut dire que le XXe siècle a été celui des intellectuels parce qu'il y a eu un rôle significatif des intellectuels dans le domaine des idées, dans le domaine de la politique et dans le domaine de la culture. Il faut s'imaginer, au Moyen-Âge, être un intellectuel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a des idées, on a des savoirs, on a une théorie par rapport à tel ou tel sujet, si on veut transmettre cette théorie et cette idée, eh bien, les canaux de transmission vont être extrêmement restreints. Ils vont être restreints, mais pas forcément non plus inexistants. Alors, ils ne sont pas inexistants, les voici. Les universités sont les premiers canaux dans lesquels les intellectuels peuvent diffuser leurs idées. Mais ça reste quand même un entre-soi, un enclos. Le monde universitaire, c'est quand même un milieu d'élite, c'est un milieu privilégié. Pour rentrer à l'université, il faut savoir lire et écrire, et au Moyen-Âge, peut-être seulement 10 à 20% de la population sait écrire. Le reste, 80% de la population en France est analphabète. Donc ça pose des problèmes au niveau de la transmission des idées. Ils peuvent évidemment transmettre leurs idées dans les abbayes, les monastères, où les moines copistes et les théologiens produisent des manuscrits en la théologie, la philosophie, les sciences, mais ce sont des textes dont la diffusion est forcément réduite par l'incapacité de la population à lire. Bien sûr, également, les intellectuels peuvent diffuser leurs idées avec d'autres intellectuels dans d'autres pays. Il y avait des grands réseaux de correspondance à l'époque, mais ça reste quand même un cercle restreint. Finalement, le seul endroit où les intellectuels peuvent diffuser leurs idées, c'est dans les cours et les conférences. Alors, ils peuvent donner des cours et des conférences, généralement dans des églises, où le peuple a accès enfin à la diffusion des idées, à la diffusion de leurs messages. Cependant, ça reste quand même un cercle restreint et ça prend du temps pour que les idées puissent se diffuser dans le peuple. Au XXe siècle, la situation change drastiquement, notamment avec la technologie et les nouveaux moyens de diffusion des idées. La radio, la télévision, la presse. Tout le monde sait désormais lire et écrire, et tout le monde, souvent, ont la radio ou la télévision. Beaucoup de gens, en tout cas, ont la radio ou la télévision. Ce qui fait qu'on a une diffusion des idées qui est beaucoup plus immédiate, beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Et pour la première fois, des intellectuels peuvent transmettre leurs idées. Alors c'est quoi finalement un intellectuel? Un intellectuel, c'est tout simplement un individu qui possède un savoir théorique à propos de n'importe quel sujet sur une thématique qui lui est propre, la physique, les mathématiques, la biologie, la philosophie, l'histoire, l'écriture, et qui, au lieu de se concentrer sur leur carrière intellectuelle, dans leur discipline, et à travailler leur discipline, ils vont faire une pause dans leur travail, faire un arrêt, et intervenir dans la vie politique et sociale. Ils vont donner leur avis et intervenir par cet avis. Parfois par un avis qui est engagé politiquement, au niveau de la manifestation par exemple, mais parfois ça va être un avis qui reste simplement dans le débat des idées. Le premier intellectuel à faire ça, à faire ce geste de cessation de l'activité littéraire et pour intervenir dans la vie politique, c'est Émile Zola. Alors qu'est-ce que c'est que l'affaire Dreyfus? En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus, officier de l'armée française d'origine juive, est accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne. Il est condamné lors d'un procès secret et dégradé publiquement. Il est déchu de ses insignes militaires et il est envoyé sur ce qu'on appelle au moment des faits l'île du diable, qui est la Guyane française, et il va purger une peine de réclusion à perpétuité. Il y a bien sûr des doutes sur l'accusation, un peu rapide avec ce procès secret des officiers, comme par exemple le lieutenant-colonel Georges Picard, qui montre que l'affaire n'est pas si simple que ça. Il y a d'autres preuves qui suggèrent que Dreyfus pourrait être innocent, mais les révélations sont étouffées et les officiers en charge de l'affaire refusent de réviser le procès. En 1897, soit 3 ans après le procès, Émile Zola publie un article intitulé « J'accuse » dans le journal L'Aurore. Il dénonce les erreurs judiciaires, les manipulations, les préjugés antisémites qui ont conduit à la condamnation de Dreyfus. Et cet article suscite un vif débat dans la société française. Si au départ, l'affaire Dreyfus scindait la France en deux, le camp des Dreyfusards et le camp des anti-Dreyfusards, suite à l'article de Émile Zola, la quantité d'anti-Dreyfusards diminue au profit de la quantité des Dreyfusards. Le mouvement en faveur de la révision du procès de Dreyfus prend de l'ampleur et en 1997, soit 2 ans après l'article, une nouvelle enquête est finalement ordonnée. Les preuves de l'innocence de Dreyfus sont rendues publiques et l'opinion évolue en sa faveur. Finalement, en 1906, Dreyfus est réhabilité et réintégré dans l'armée française. Ici, on voit bien que pour la première fois, il y a le rôle de l'intellectuel qui a un impact direct, concret, immédiat.
ou plutôt, certes, qui a pris un peu de temps, 2 ans avant que les procès arrivent, mais qui a eu un retentissement et qui a permis de reconsidérer une affaire politique. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir de nombreux intellectuels qui vont émerger, qui vont entrer dans le débat politique afin de faire valoir leur position, de faire valoir leurs idées. Alors on est en 1917 et en pleine guerre, il y a un grand événement historique et politique qui est immense, c'est la révolution bolchevique. La révolution bolchevique, elle consiste en quoi? Elle consiste dans finalement la mise en place de l'État soviétique et la fin de la monarchie tsariste. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette révolution bolchevique? La cause de l'intellectuel première de cette révolution bolchevique, c'est d'abord bien sûr le marxisme. Alors le marxisme, c'est une doctrine proposée par Karl Marx. Et Karl Marx, sa particularité, c'est qu'il a analysé les mouvements et les systèmes capitalistes. Il a montré que ce sont des systèmes qui créent des inégalités sociales, qui exploitent les travailleurs, qui créent des crises économiques et des cycles. Dans les sociétés capitalistes, on a toujours des crises. Par exemple, la crise de 29, la crise du pétrole en 71, la crise du numérique en 2000, la crise des subprimes en 2007. Et ça, ce sont des cycles. Il y a toujours des crises dans les sociétés capitalistes. Et il montre que en fait, les personnes les plus fragiles, les plus pauvres, ceux qui sont dans les classes moyennes, souffrent le plus de cette crise et les met dans un état de précarité. Et les ouvriers qui travaillent dans les conditions déplorables, souvent au 19e siècle, lorsque Karl Marx écrit 14 heures par jour, eh bien, ça pose problème et Karl Marx veut changer, veut réformer ça. Comment il veut faire ça? Il veut procéder à ce qu'on appelle la dictature du prolétariat. La dictature du prolétariat, c'est quoi? Le prolétariat donc désigne la classe des ouvriers et la dictature du prolétariat, c'est un mouvement de transition entre le capitalisme et le socialisme, au cours de laquelle le prolétariat prend le pouvoir politique, établit une dictature et supprime la résistance de la bourgeoisie. La bourgeoisie étant ceux qui veulent absolument que le système capitaliste soit maintenu parce qu'ils bénéficient de ce système. Mais c'est une minorité de gens et ce n'est pas la majorité des gens qui font partie des classes moyennes et des prolétaires. Et Marx montre qu'il faut absolument une nouvelle organisation politique révolutionnaire pour réaliser ces changements sociaux. Parce qu'ils ne se feront jamais par l'élite, ils se feront uniquement par l'association du prolétariat qui pourra renverser le régime dominant. Et les bolcheviks, justement, sont des individus dirigés notamment par Ulyanov, dit Lénine, qui vont être héritiers de cette tradition marxiste et qui vont utiliser les enseignements de Marx pour structurer leur parti et mener une révolution. Quelques années plus tard, après les écrits de Marx qui tournent autour de 1850, on va avoir une révolution qui va se passer en 1917. Alors pourquoi est-ce que ça se passe en 1917 et pas immédiatement après Marx? Je remets un petit peu le contexte de la Russie. Alors la Russie, à ce moment-là, elle est encore tsariste. Elle est tsariste, ça veut dire qu'il y a une dynastie, toujours la même, qui est toujours présente depuis 1600. Elle est toujours là depuis 1613, la dynastie des Romanov. Elle règne depuis l'avènement de Michel Ier, de 1613 jusqu'à la révolution de 1917. C'est une structure sociétale qui est quand même assez rassurante, avec l'image de la paternité, où les tsars se présentent comme des pères bienveillants de la nation, qui prennent soin de leurs sujets et qui les protègent. Et on les considère vraiment comme des gardiens des traditions russes et de la stabilité de l'Empire russe. Mais les tsars aussi utilisent des méthodes répressives pour maintenir le contrôle, réprimer les mouvements de contestation, censure de la presse, surveillance politique. Les tsars sont considérés comme un peu déconnectés des réalités sociales, ils pouvaient être insensibles aux problèmes, aux souffrances du peuple, et ça pouvait susciter un certain mécontentement populaire. La Russie dans un contexte un peu d'instabilité, et il y a un événement déclencheur qui a lieu, c'est la participation de la Russie à la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale a exacerbé tous les problèmes auxquels était confrontée la Russie. Des problèmes économiques, comme la pauvreté, la famine et de nombreuses inégalités sociales. La famine est tellement grande que faim et misère généralisée conduisent à des émeutes et des protestations de masse, notamment la grève de février 1917 à Petrograd. Petrograd, c'est l'actuel Saint-Pétersbourg. Et bien sûr, il y a aussi une instabilité politique. Le régime tsariste est de plus en plus contesté, critiqué pour sa corruption, son autoritarisme. Et on va essayer d'arriver petit à petit à un mouvement révolutionnaire qui va changer les mentalités. Et ce mouvement révolutionnaire, il se concentre notamment autour d'un groupe qui s'appelle les soviets. Alors les soviets, ce sont des conseillers d'ouvriers et de soldats. Ce sont des organisations populaires émergentes qui mobilisent les masses et remettent en question le gouvernement tsariste. Alors comment se passe cette révolution ? Donc dans ce contexte d'instabilité, de critique de la monarchie et avec des intellectuels qui sont prêts à prendre le pouvoir, qui sont prêts avec les idées marxistes à renverser et à créer une dictature du prolétariat, on arrive à 1917. En février
émeutes et grèves à Petrograd, comme je l'ai dit, qui vont aboutir à l'abdication du tsar Nicolas II et à la formation d'un gouvernement provisoire dirigé par des partis politiques. Les soviets, c'est donc ce parti politique qui représente les intérêts des travailleurs et des soldats et qui va renforcer l'influence des mouvements socialistes et révolutionnaires. Puis, en octobre 1917, c'est la révolution parce que les bolcheviks, qui est un autre groupe socialiste, dirigé justement par Lénine, mènent un coup d'État et renversent ce gouvernement provisoire des soviets. Ils prennent le contrôle du pouvoir et établissent un régime communiste. Le palais d'hiver de Petrograd est pris par les forces bolcheviques et c'est la fin du gouvernement provisoire et le début de la dictature du prolétariat. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment elle s'organise cette dictature du prolétariat? Tout d'abord, il y a une structure de l'État. La Constitution est écrite et on prévoit la création d'un État de l'URSS en tant qu'État fédéral composé de républiques socialistes soviétiques unies. Parmi les républiques fédérées, on compte la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, l'Ouzbékistan et d'autres. On va créer un parti, le parti principal qui est le parti communiste, donc le parti communiste de l'Union soviétique PCUS, qui est considéré comme l'avant-garde de la classe ouvrière et qui est chargé de diriger l'État et la société dans la construction du socialisme. Et enfin, les soviets dont j'avais parlé au début, étant renversés, ils vont quand même jouer un rôle puisqu'on va diffuser la force des soviets, les mettre dans des administrations tout autour du pays, afin qu'ils puissent prendre des décisions au niveau de l'administration, deviennent en fait des fonctionnaires, qui puissent aller justement dans le sens de la dictature du prolétariat. On change également, on réforme l'économie, puisqu'on va mettre en place une économie socialiste planifiée, on va créer une propriété collective des moyens de production avec des usines, des terres agricoles, et on va faire un plan de centralisation. L'État devient le principal gestionnaire des ressources économiques. On va garantir des droits, la liberté d'expression, liberté de presse, droit à l'éducation, afin qu'on puisse arriver à ce projet communiste total de libération du système capitaliste et de ses inégalités et de ses injustices. Alors face à cette révolution, il y a plusieurs réactions, mais il y a d'abord la réaction de l'admiration révolutionnaire. Des socialistes, des intellectuels progressistes comme Jean Jaurès, Rosa Luxembourg saluent la révolution bolchevique comme une victoire pour les travailleurs et montrent peut-être un symbole d'espoir, une possibilité, un pied de levier contre ce système capitaliste qui est mis en place depuis quelques années afin que ça soit comme un espoir, ça rayonne comme une possibilité de changer enfin les choses. De nombreux intellectuels vont être en faveur en réalité de cette révolution bolchevique de 1917. Henri Barbusse, Romain Rolland, André Gide, Georges Duhamel vont montrer qu'il y a un rêve, le rêve de Marx, le rêve d'Engels, le rêve de ce communisme, le rêve de la fin de ces inégalités et le début d'un bonheur. Eh bien, Lénine incarne ce rêve et la possibilité de ce rêve commence à devenir réalité. Tout le monde se pense comme des compagnons de route et on avance ensemble vers ce paradis terrestre. Cependant, quelques inquiétudes, quelques critiques existent, notamment bien sûr les gouvernements capitalistes comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou la France, montrent que l'influence des idées communistes est plutôt néfaste. Parmi les intellectuels, ceux qui critiquent la révolution communiste sont plutôt bien sûr à droite, mais après quelques heures de recherche, j'ai fini par trouver un intellectuel de gauche français qui a critiqué la révolution bolchevique, et c'est Léon Blum. Dans le discours de Tours en 1920, il dit « La dictature du prolétariat se changera en dictature du parti sur le prolétariat et bientôt en dictature d'un homme sur le parti ». En réalité, ce sont des phrases prophétiques qui annoncent le stalinisme. Léon Blum, bien sûr, critiqué pour ces phrases, critiqué parce qu'il ne s'aligne pas sur Moscou, et pourtant peut-être le plus lucide à ce moment-là. Quelques années plus tard, en 1935, l'avis de la France est toujours mitigé sur la question de la révolution bolchevique et de l'actuel état de la Russie. Globalement, on a quand même des gens qui sont en fascination, en faveur du mouvement communiste. L'URSS est perçu comme un pays plus juste, qui cherche à établir une société plus égalitaire. Et il y a de nombreux intellectuels qui relaient ces idées comme André Gide, Romain Rolland, encore eux, même si de plus en plus, notamment des intellectuels anglo-saxons, mettent en garde contre les dangers de ce régime comme George Orwell ou Arthur Koestler. Parmi ces intellectuels de gauche, Gide décide d'aller réaliser un voyage en URSS, qu'il va appeler Retour du URSS, où il va essayer d'analyser son ressenti et donner son témoignage sur la société russe qu'il voit comme véritablement une possibilité d'un avenir meilleur.
Et quel est le constat de Gide à son retour? C'est que malheureusement, l'État russe n'est pas à la hauteur des espérances, et même il déçoit les espérances, et même peut-être qu'il est à rebours, à l'envers de toutes les espérances. Gide va dresser un certain nombre de listes, un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre de caractéristiques de la société russe. Il va montrer en quoi cette société pose problème à de nombreux niveaux. D'abord, sur la question la plus première, la plus basique, celle du bonheur. Eh bien, Gide constate que dans l'URSS, on veut absolument persuader que tout le monde est heureux. Pourtant, ce que Gide constate, c'est que le bonheur, dans ses nécessités premières, comme par exemple le fait de se nourrir, pour être heureux, il faut être bien nourri, ces nécessités premières ne sont pas réalisées par l'État russe. On fait la queue pendant des heures pour la nourriture, et la nourriture est exécrable. Dans les années 1930, en effet, le gouvernement soviétique a mis en place une œuvre de collectivisation forcée des terres agricoles. Donc, ça veut dire qu'on a fermé toutes les fermes, toutes les exploitations individuelles, et on les a remplacées par des fermes collectives appelées les kolkhozes, et des fermes d'État, les sovkhozes. Et ça a entraîné d'énormes changements dans les méthodes de production agricole et dans la manière dont les aliments étaient produits et distribués. Et ce que ça a donné comme conséquence, c'est que tout d'abord, il y a une dépendance des Russes par rapport à l'État. Donc si jamais l'État ne parvenait pas à nourrir les Russes, eh bien, ils ne pouvaient pas se nourrir eux-mêmes puisque les fermes individuelles ont été fermées. Et la collectivisation agricole a d'abord entraîné une réduction de la diversité des aliments disponibles. La production était centrée sur les cultures céréalières à grande échelle et on a mis de côté les autres cultures ainsi que l'élevage. Et la nutrition, les aliments disponibles étaient beaucoup moins grands, ce qui a conduit à une grande famine. C'est la grande famine de 1932-1933 qui a touché les régions agricoles de l'Ukraine, du Kazakhstan et d'autres parties de l'URSS, et des millions de personnes, on estime à 7 millions, le nombre de personnes qui sont mortes de faim pendant cette période en raison d'une politique agricole coercitive et de la réquisition des céréales par l'État. Le rationnement était d'ailleurs en vigueur en URSS, les aliments de base comme le pain, les céréales, les pommes de terre, le sucre étaient distribués selon des quotas fixés par l'État, et ça a contribué à diminuer les forces du peuple et la qualité de l'alimentation. Du point de vue des éléments basiques, comme la nourriture, l'URSS pose problème. Ensuite, si on veut s'élever un peu plus et prendre le parti de la culture au sens spirituel et intellectuel, on a une culture qui est dénoncée par Gide comme accumulatrice et pas libératrice. Gide dit explicitement qu'il n'y a pas de place pour l'esprit critique et qu'on essaie de montrer en quoi le régime c'est le meilleur et on accumule des données positives en faveur de l'URSS en montrant pourquoi l'URSS c'est véritablement le meilleur des pays. On peut voir cette application-là dans le rapport des Russes à l'étranger. Les voyages à l'étranger étaient absolument contrôlés, les échanges culturels économiques étaient vus, maintenus sous surveillance, il y avait une restriction des voyages à l'étranger. Quand Gide parle aux Russes de l'étranger, de la France, de l'Europe, des États-Unis, il se rend compte que les Russes parlent d'abord de l'étranger, non pas afin de savoir, d'être curieux pour savoir comment ça se passe, quelles sont les méthodes, comment on vit en France, à l'étranger. Pas du tout, c'est d'abord pour les comparer à la Russie, et il rencontre des jeunes enfants qui veulent savoir si la France a d'aussi beaux jardins qu'en URSS. Donc la seule préoccupation des enfants, c'est de savoir si l'URSS est bien ce pays incroyable et que les autres pays, la seule préoccupation des enfants, c'est de savoir si les autres pays sont capables de s'aligner sur les vertus, les productions et les propositions géniales de l'État du RSS. Pour André Gide, le problème des classes sociales a peut-être été résolu, mais certainement pas le problème des pauvres. Gide dénonce également le culte de la personnalité autour de Staline. Et il montre qu'il y a un climat de peur et de conformité imposé par le régime. Alors comment ça se manifeste, le culte de la personnalité autour de Staline? On a bien sûr une iconographie omniprésente. On avait des portraits de Staline affichés dans les lieux publics, sur les bâtiments officiels, les usines et dans les écoles. Dans les journaux, les magazines, il y a une présence visuelle constante qui rappelle le culte de la personnalité. On faisait aussi des éloges et des adulations de Staline avec des médias et des propagandes qui glorifiaient Staline, des chansons, des hymnes qui lui étaient dédiés, soulignant ses qualités de leader et de sauveur du peuple. On disait de Staline qu'il était le petit père des peuples. Enfin, si on s'élève encore plus au niveau de la culture artistique, Gide montre qu'il n'y a pas de liberté à ce niveau-là. Il y a une censure, une contrôle de l'expression artistique en URSS.
Le gouvernement contrôle étroitement l'écriture, la publication des œuvres littéraires, et les écrivains doivent se conformer aux directives idéologiques du régime et mettre en avant des thèmes, des personnages qui correspondent à l'idéal communiste. Les cinémas, les théâtres sont vérifiés et les auteurs qui veulent proposer une voix dissonante sont censurés et automatiquement s'auto-censurent. Par peur des conséquences, ils évitent de créer des œuvres qui pourraient être jugées subversives ou en contradiction avec les directives officielles. On a parmi toutes ces pièces les poèmes d'Anna Akhmatova, qui est l'une des plus grandes poétesses russes du XXe siècle, et ces poèmes ont été interdits, censurés dans les années 30. La pièce Les Jours de Tourbine de Bulgakov est une pièce qui est interdite jusqu'en 1987. Pièce qui parle des conflits, des tensions entre une famille de la noblesse et de la nouvelle société soviétique, et elle a été jugée critique envers le régime stalinien et la politique de collectivisation. Et même des cinéastes qui sont en faveur du régime, qui produisent des films pour le régime, comme Eisenstein, son film La Ligne Générale est censuré et interdit en URSS, malgré le fait qu'ils soutiennent la politique collectiviste du régime. J'y exprime ainsi cette absence de liberté politique, cette absence de liberté de choix, de pluralisme politique, de démocratie qu'il rencontre en URSS, où il y a une véritable absence de liberté politique et une liberté et de liberté de l'expression de l'opposition politique. Finalement, d'une certaine manière, Bourget, la Russie a abandonné ses propres principes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a abandonné ses propres principes ? C'est que, au départ, on est face à un pays qui veut tenter une révolution absolue. Remise en cause de l'ordre établi, on veut détruire les structures, les systèmes de pouvoir existants et chercher à transformer les choses de manière radicale. Dans quel but ? D'atteindre une justice sociale. On veut atteindre une justice sociale, une égalité, remettre en cause les inégalités, les oppressions, les injustices du système capitaliste et parvenir à un meilleur régime. Proposer un changement, proposer une mobilisation collective, valoriser l'action ensemble, la solidarité entre les opprimés pour atteindre les objectifs communs, et enfin viser l'émancipation de l'individu, la libération des sociétés, de toutes les formes de domination, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales. Et si on prend de manière plus précise, au-delà de juste la pensée révolutionnaire, les ambitions de la révolution de 1917, c'était l'objectif de remettre en question l'ordre établi en Russie, notamment le régime tsariste, de contester les structures de pouvoir monarchique de domination, d'appeler à un changement radical, révolutionnaire, d'instaurer une nouvelle forme de gouvernement basée sur les principes du socialisme, avoir une quête de justice sociale, avec une mobilisation populaire massive qui a été vécue certes avec des moments difficiles puisqu'il y a eu beaucoup de tueries au moment de cette révolution, mais on avait l'espoir, le projet que ça puisse aller mieux dans le futur, dans l'avenir. La formation des soviets, par exemple, c'était des conseils des organes de pouvoir locaux où on avait des représentants élus, des travailleurs, des soldats, des paysans qui essayaient de mettre en place une société meilleure. Il y avait même une participation féminine à la révolution de 1917 avec des femmes russes qui se sont engagées activement dans les manifestations, dans les grèves, dans les mouvements révolutionnaires. Le but, c'était enfin véritablement l'émancipation des paysans russes, mettre fin à l'exploitation économique, permettre l'autonomie des travailleurs, offrir une voie vers une société plus libre et égalitaire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que cet idéal révolutionnaire, en 1930, a été complètement balayé. La soif de liberté a été remplacée par la soif de meurtre. Que s'est-il passé en 1930 ? D'abord, la centralisation du pouvoir. Staline s'est progressivement approprié tout le pouvoir autour du parti communiste. Les soviets, qui étaient à l'origine conçus comme des organes de pouvoir locaux décentralisés, perdent une grande partie de leur autonomie, de leur influence. Ils deviennent simplement des administrateurs au service du régime. Le parti communiste étend son contrôle d'ailleurs sur les soviets et impose des membres fidèles à des postes clés de tous les partis. Et les membres non conformistes sont tout simplement écartés. On supprime les oppositions politiques, les dissensions politiques. Lors des procès de Moscou, une série de procès est organisée par Joseph Staline entre 1936 et 1938 dans le cadre de ce qu'on appelle les grandes purges, où il s'agissait d'éliminer les anciens rivaux politiques. Plusieurs vétérans bolcheviques de premier plan, ceux qui étaient avec Staline au moment de la révolution, ils décident de les saper, de couper leur tête après justement ce moment de fraternité dans la révolution d'octobre. Staline décide de s'accaparer le pouvoir. La peine capitale est le verdict habituel. On perd ainsi
Léon Trotsky, qui n'est pas mort directement lors des procès, mais qui a été assassiné au Mexique en 1940 sur ordre de Staline. On a perdu également Sergei Kirov, Nikolai Boukharine ou encore Mikhail Tomsky. Il y a un véritable culte de la personnalité, un autoritarisme autour de la personnalité de Staline. Ça éclipse un peu, si vous voulez, les idéaux collectivistes, démocratiques de la révolution. Le pouvoir est centralisé, suppression de toute opposition, contrôle de la vie publique et privée. Et on réduit petit à petit ainsi l'idéal révolutionnaire à une simple rhétorique. Aussi, ce mouvement qui devait être un mouvement social, solidaire, peut-être international, qui aurait pu libérer le monde entier, devient un mouvement absolument nationaliste et patriotique. L'accent est mis sous le régime stalinien sur le nationalisme, le patriotisme, plutôt que sur l'idéal internationaliste de la révolution. Il y a un sentiment de fierté nationale qu'on veut absolument construire. D'abord, en 1944, on met en place et on change légèrement l'hymne national pour le rendre un peu plus patriotique, plus fier de sa passion, de sa nation, plus fier de sa nation. Les paroles sont réécrites avec des lignes comme « La grande volonté des peuples soviétiques a été ouverte par Staline ». On met le culte de grandes figures nationales. On met en avant les figures comme Ivan le Terrible et Pierre le Grand. Pour ceux qui ne savent pas, Ivan le Terrible est vraiment lié, considéré comme un des premiers tsars de Russie, et il a centralisé le pouvoir politique, il a renversé le pouvoir de la monarchie, et il a mis en place ce qu'on appelle la politique de l'Oprichnina, qui visait à établir un contrôle total sur la société russe. Il a réussi aussi à maintenir des grandes expansions territoriales. Il a conquis de vastes territoires comme la région de Kazan, l'Astrakhan et une partie de la Sibérie. Pierre le Grand est une autre figure qui est mise en avant et qui contribue à forger ce patriotisme. Pierre le Grand, c'est le grand architecte de la modernisation de la Russie. Il a entrepris de vastes réformes dans l'administration, de l'armée, dans l'économie, de la culture. C'est lui qui a fondé la ville de Saint-Pétersbourg en 1703. Il l'a conçue comme une fenêtre sur l'Europe et une nouvelle capitale impériale. Et il a modernisé l'armée en introduisant de nouvelles techniques de combat, de nouvelles armes, organisé l'armée en régiments, établi une marine de guerre également, et il a réussi une expansion territoriale de son côté avec l'absorption de régions comme l'Estonie, la Livonie, une partie de la Finlande et la Crimée. Enfin, il y a une éducation patriotique générale, un système éducatif qui met l'accent sur l'enseignement de l'histoire, la promotion de l'amour de la patrie. Les élèves apprennent les réalisations de la Russie dans divers domaines et les leçons d'histoire sont souvent orientées vers la construction d'un sentiment de fierté et de dévouement envers la patrie. Les commémorations nationales. Le régime stalinien met en place des commémorations, les jours fériés, comme le jour de la victoire du 9 mai, qui commémore la victoire soviétique dans la Seconde Guerre mondiale. Et dans la littérature et les arts, on met en place toute une propagande pour glorifier la Russie et mettre en avant le leader Staline, par exemple dans le film d'Eisenstein, Le cuirassé Potemkin de 1925. Finalement, de manière générale, c'est la liberté de pensée même qui est mise à mal dans ce régime. On demande l'acceptation, on demande le conformisme, on demande qu'il y ait une opinion unique, on met de côté l'esprit critique. Et la Pravda, qui est l'organe, le journal officiel, prend une grande place et nous dit quoi penser. Et Gide compare bien la Russie de 1930 à une véritable dictature. Je cite André Gide dans son Retour du RSS. Maintenant que la révolution a triomphé, maintenant qu'elle se stabilise et s'apprivoise, qu'elle pactise, et certains diront s'assagit, ce que ce ferme révolutionnaire anime encore, et qui considère comme compromission toutes ces concessions successives, cela gêne et sont honnis supprimés. Alors ne vaudrait-il pas mieux, plutôt que de jouer sur les mots, reconnaître que l'esprit révolutionnaire, et même simplement l'esprit critique, n'est plus de mise, qu'il n'en faut plus? Ce que l'on demande à présent, c'est l'acceptation, le conformisme. Ce que l'on veut et exige, c'est une appropriation de tout ce qui se fait en URSS. Ce que l'on cherche à obtenir, c'est que cette approbation ne soit pas résignée mais sincère, mais enthousiaste même. Le plus étonnant, c'est qu'on y parvient. D'autre part, la moindre protestation, la moindre critique est passible de pire peine et du reste aussitôt étouffé. Et je doute qu'aucun autre pays, fût-ce dans l'Allemagne de Hitler, l'esprit soit moins libre, plus courbé, plus craintif, terrorisé, plus vassalisé. À partir du moment où il y a une comparaison entre l'URSS et l'Allemagne d'Hitler, je pense que l'essentiel est ici dit. Alors, quelles sont les conséquences pour Gide? D'abord, pour lui, s'il y a des conséquences, c'est dans sa prise de conscience personnelle et critique. Retour du RSS marque un tournant dans sa perception de l'Union soviétique.
Alors qu'il était favorable au régime communiste, son voyage lui permet de voir que les réalités du système ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Et ce livre reflète sa prise de conscience critique et son désenchantement vis-à-vis du régime soviétique. C'est un livre qui montre l'engagement intellectuel de Gide parce qu'il est capable de renoncer à ses prises de décision, à sa possibilité, il ne met pas des œillères, il se positionne comme un critique de cette illusion communiste qu'il a pourtant lui-même adoubée par le passé. Il va y avoir des conséquences pour les autres, des intellectuels d'abord, Albert Camus, qui souligne le courage et l'intégrité d'André Gide et qui remet en question le régime soviétique et qui défend la liberté de penser. Et ce sont des actes qui sont salués par Albert Camus. Raymond Aron, bien sûr, considère que le livre de Gide est une remise en question nécessaire des illusions du régime soviétique. Même Romain Rolland a exprimé son soutien à Gide et a apprécié sa volonté de défendre la vérité malgré les critiques. Il a bien sûr été critiqué par des intellectuels de gauche, Louis Aragon, qui considère que ses observations sur l'Union soviétique sont des trahisons aux idéaux progressistes. Paul Nizan considère que Gide est un renégat et reproche à son livre de servir les intérêts de l'impérialisme occidental, ou des hommes politiques comme Édouard Herriot. Si on prend une perspective plus large sur les conséquences, pas seulement les intellectuels mais aussi le peuple, eh bien en réalité le livre de Gide consolide cette fracture, consolide cette double possibilité à l'égard du régime soviétique. Et les gens de gauche deviennent encore plus susceptibles, encore plus critiques et veulent continuer à maintenir et à défendre le régime. Et les gens de droite y voient des arguments en faveur de l'inanité et de la folie de ce régime. Cependant, c'est un livre qui, s'il va avoir un impact, eh bien son impact va être amoindri, notamment après la guerre, parce que la vision de la Russie soviétique en 1950 est beaucoup plus positive. C'est véritablement un modèle alternatif. Dans certains pays, dans certains cercles de gauche, la Russie est encore perçue comme un modèle alternatif au capitalisme. La propagande soviétique contribue à cette image positive de la Russie soviétique. Et on met en avant les réalisations économiques, scientifiques et culturelles du pays et on minimise les côtés négatifs comme les famines, les injustices et les inégalités sociales. D'ailleurs en France, pour montrer en quoi le régime soviétique jouit quand même d'une grande popularité, après les élections législatives de 1945, le PCF, donc le Parti communiste français, remporte une victoire historique et à près de 28% des voix, et il est le premier parti en termes de sièges à l'Assemblée nationale. Et ça va lui permettre d'exercer une influence significative sur la politique française d'après-guerre. Une double déception d'abord parce que l'idéal révolutionnaire a été mis de côté. Il a été mis de côté au prix d'un autre idéal, au prix d'un idéal de pouvoir, de domination, mais surtout que ça va créer une nouvelle injustice qu'on pense comme une injustice nécessaire. Staline et sa politique étaient jugés comme des instruments nécessaires de la dictature du prolétariat afin de parvenir à un monde meilleur. Ce en quoi Gide n'a jamais cru. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on reconnaîtra dans le monde occidental le poids et la réalité de ce régime en tant que dictature. Je vous laisse sur cette déclaration d'André Gide dans son avant-propos. J'ai déclaré il y a 3 ans mon admiration pour l'URSS et mon amour. Là-bas, une expérience sans précédent était tentée, qui nous gonflait le cœur d'espérance et où nous attendions un immense progrès, un élan capable d'entraîner l'humanité tout entière. J'ai toujours professé que le désir de demeurer constant avec soi-même comportait trop souvent un risque d'insincérité. Et j'estime que s'il importe d'être sincère, c'est bien lorsque la foi d'un grand nombre, avec la nôtre propre, est engagée.